Depuis quelques décennies, la déextinction, c'est un sujet qui fait fantasmer le grand public. Quand on parle d'extinction, on a tous en tête les films de science-fiction de Jurassic Park. Dans ces films, une team de scientifiques parvient à faire revenir à la vie des dinos en utilisant de l'ADN conservé dans des moustiques qui ont vécu pendant le Mésozoïque, donc il y a des millions d'années, conservés dans de l'ambre. Come on. Come on then. There you are. There you are. Ce film, bien que ce soit un succès mondial, il a un scénario complètement improbable. Parce que quand bien même un moustique se serait retrouvé dans de l'ambre, il faudrait que ce soit une femelle, qu'il ait piqué un dinosaure, que l'ADN du dino soit pas dénaturé par les différents sucs contenus dans la salive du moustique, et surtout qu'il se conserve par miracle pendant 65 millions d'années. Sans compter que pour avoir un parc complet comme dans les films, il faudrait retrouver plusieurs moustiques ayant piqué plusieurs dinos différents. Mais grâce à des procédés et des techniques différents de ceux utilisés dans les films, c'est aujourd'hui envisageable de pouvoir croiser un mammouth laineux en allant chercher son pain d'ici quelques années. Même s'il reste du pain sur la planche. La déextinction, c'est un sujet très controversé dans le milieu scientifique. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Mais chacun a leur raison, et on verra lesquels plus tard. Ici, on va simplement tenter de répondre à une question. La déextinction, est-ce qu'elle a vraiment un intérêt ou est-ce que c'est juste un fantasme scientifique inutile? Pour y répondre, on verra d'abord ce qu'est concrètement la déextinction, les procédés utilisés et envisagés pour ressusciter des espèces, et les conséquences qu'elle pourrait avoir sur l'évolution. Pour commencer, nous parlons de la déextinction. C'est le fait de faire ressusciter, renaître des espèces disparues. Mais qu'est-ce qu'une espèce? Une espèce, c'est un ensemble d'individus qui se ressemblent, qui sont capables de se reproduire entre eux et capables de produire une descendance féconde. Le terme de déextinction sous-entend que toute espèce disparue peut être ressuscitée par les biotechnologies. Mais attention, il n'est pas possible de créer des copies conformes, on parlera donc d'espèce proxy. La déextinction est donc le processus de création d'une espèce apparentée à une espèce disparue grâce à des procédés génétiques. L'IUCN, l'Union internationale de la conservation de la nature, défend la déextinction comme un outil potentiel à la restauration de la biodiversité, la stabilisation et renforcement des écosystèmes. La déextinction reste assez compliquée à réaliser. Elle se rapprocherait plus du clonage d'une espèce disparue, mais cela nécessite de trouver un séquençage d'ADN complet. Or, après des siècles de dégradation, ce n'est pas facile de reconstituer les milliards de paires de chromosomes pour l'ADN complet. Mais pourquoi avoir recours à la déextinction? La plupart des scientifiques veulent retrouver des espèces qui ont disparu lors des extinctions massives et reconstituer des écosystèmes entiers. Or, il reste encore plein de questions, dont est-ce vraiment un fait scientifique ou une lubie? Et quelle évolution aura-t-elle sur les espèces déjà présentes sur notre Terre? Il faut savoir aujourd'hui qu'il existe 3 incroyables méthodes pour ressusciter les espèces. Tout d'abord, le backbreeding, qui se veut être l'amassage de traits phénotypiques ancestraux persistants dans une population chez des individus au moyen d'un élevage sélectif, et on peut avoir l'exemple des auroches. Voilà. Nous avons ensuite le clonage. Clonage, simple méthode de transfert nucléaire de cellules somatiques. Et ensuite nous avons la troisième méthode qui est l'ingénierie génétique, qui se veut être une approche permettant de ressusciter les espèces, tirant parti des progrès récents dans 2 domaines. Le premier qui est l'ADN ancien et le deuxième l'édition du génome, qui ouvre du coup ensemble ce qu'on pense être la voie la plus probable vers la désextinction. Les progrès des anciennes technologies d'extraction d'ADN et de séquençage rendent de plus en plus possible la reconstruction de séquences génomiques complètes d'espèces disparues. Une fois les différences de séquences clés entre les génomes des espèces éteintes et existantes sont connues, l'ingénierie du génome peut être utilisée pour modifier le génome de l'espèce vivante dans des cellules in vitro, résultant en des cellules vivantes avec des génomes qui expriment des gènes donc éteints. Ces cellules vivantes peuvent ensuite être utilisées pour le SCNT. Le problème aujourd'hui majeur avec les 2 premières méthodes, donc le clonage et le backbreeding, sont que les traits de toute population construite par backbreeding, donc la première méthode, n'ont généralement pas la même base génétique sous-jacente que le modèle éteint.
Et donc Shapiro suggère que le clonage à partir de cellules bien conservées de certaines espèces récemment éteintes pourrait un jour être possible grâce à des transferts nucléaires de cellules somatiques, donc le SCNT. Mais, il y a un mais, les organismes clonés à partir de cellules congelées ne seront pas identiques à l'organisme éteint, eh oui, avec laquelle ils partagent leur génome nucléaire. Par exemple, dans le SCNT, les mitochondries présentes dans l'ovule énucléé sont transmises à la progéniture en développement. Les mitochondries possèdent donc leur propre génome qui code pour les gènes impliqués dans le métabolisme cellulaire, fondamental pour la vie. Les produits de ces gènes mitochondriaux interagissent avec les produits des gènes codés par le génome nucléaire. Cette interaction peut donc affecter le phénotype du clone. Cependant, ce qui peut être plus important encore, ce sont les interactions gène-environnement, qui seront nécessairement différentes de celles vécues par les espèces éteintes. Les clones se développeront au sein des œufs et des utérus d'une espèce différente, dont le régime alimentaire, l'environnement et même les gènes influencent le processus de développement et le phénotype résultant. Donc, lorsque l'animal naîtra, il sera élevé par une espèce de substitution avec des comportements et des structures sociales différents, ce qui affectera son phénotype. Et donc, il vivra dans un environnement différent de celui qui a persisté dans le passé et consommera un régime alimentaire différent de celui consommé par les autres membres de son espèce. Il aura un microbiome différent, des facteurs de stress différents et finalement un épigénome différent de celui du donneur de la cellule somatique à laquelle il est génétiquement identique. Seule la troisième méthode est potentiellement plausible, car cette méthode est considérée comme la plus susceptible de produire un proxy proche d'une espèce éteinte, le génie génétique, dans lequel les séquences du génome de l'espèce éteinte sont créées par l'édition du génome. Ni le clonage, ni l'édition du génome ne produiront l'espèce éteinte. Pour le clonage, les mitochondries de la cellule à partir de laquelle le noyau est transféré ne seront pas transférées, et pour l'édition des génomes, l'expression de tout gène édité sera exprimée sur un fond génétique différent de celui du gène correspondant de l'espèce éteinte. Néanmoins, les proxys produits par l'une de ces méthodes auront des impacts écologiques s'ils sont relâchés dans la nature, et c'est ce qui rend ces rejets analogues aux introductions d'espèces. Autre méthode, qui est l'exemple simple de restauration d'un gène, chez Petunia secreta, la couleur pourpre est restaurée par la résurrection improbable de la fonction du gène AN2 à partir d'un ancêtre AN2 non fonctionnel par une seule mutation de restauration du cadre de lecture. Ainsi, l'évolution de la couleur florale chez Petunia dépend mécaniquement de la fonctionnalité AN2, soulignant son rôle de point chaud dans les transitions de couleur et de gènes de la spéciation pour le genre. L'extinction d'espèces fait partie de l'évolution. En effet, si nous remontons dans le temps, de nombreuses phases d'extinction, donc 5 massives, ont eu lieu. La plus connue, entraînant la fin du Crétacé, il y a 65 millions d'années, dédicace aux dinosaures et à Luca Barocco. Ces périodes de baisse de biodiversité sont suivies par une augmentation de celle-ci grâce aux individus survivants, créant ainsi de nouvelles espèces. Extinction égale régénération. En conclusion, nous n'existerions peut-être pas si les dinosaures n'avaient pas disparu. Ce qui aurait peut-être été une bonne chose, étant donné que nous vivons la 6e extinction de masse, celle de l'Holocène, en grande partie à cause de l'Homo sapiens. On peut ainsi se demander si l'argument de l'augmentation de la biodiversité grâce à la déextinction est valable. Regardons maintenant les points négatifs ou les conséquences de la déextinction. First, nous avons le problème de l'éthique. Comme pour le bouquetin des Pyrénées, la seule espèce à s'être éteinte 2 fois. Un magnifique record. Victime de la chasse intensive, le dernier individu meurt au début des années 2000, Célia. Cependant, des cellules de Célia ont été conservées, et en 2003, des chercheurs ont mené des expériences en injectant le noyau d'une cellule de Célia dans une cellule d'une chèvre. Après plusieurs essais, ils obtiennent plusieurs embryons, et une chèvre va donner naissance à un individu, qui va seulement vivre 10 minutes à cause d'une insuffisance respiratoire. Beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Deuxièmement, le problème du clonage, qui est une copie d'individus donnant une faible diversité génétique qui est nécessaire pour la survie de l'espèce. Comme on le retrouve dans le livre de Bess Shapiro, How to Clone a Mammoth, après avoir le génome d'une espèce, on peut créer un individu. Cependant, à quoi un seul individu peut-il résoudre l'extinction de l'espèce ? Il faudrait ainsi en créer plusieurs, de génétiques différentes, pour assurer la reproduction et éviter la consanguinité. Mais il faut aussi les réintroduire dans un milieu adapté. C'est pourquoi ce processus est long, coûteux
et peu concluant. On parle de ressusciter des espèces, mais est-ce vraiment le cas? Pour les espèces éteintes récemment, on peut parler de résurrection car c'est du clonage des individus conservés. Pour le mammouth, on va seulement modifier le génome d'un éléphant pour qu'il ait plus de poils et de plus grande défense. Pas super les OGM. On peut donc pas parler de résurrection, mais de création d'hybrides. Pour conclure, c'est pas ça. Du moins pas encore. Et ça s'explique d'abord par un manque de moyens techniques et scientifiques, mais aussi parce que c'est un sujet très controversé. Avons-nous vraiment besoin de ramener des espèces éteintes à la vie? Sans compter qu'il s'agirait seulement d'espèces proches, mais non des vraies espèces éteintes, génétiquement parlant. On a vu ici que la déextinction reste pour l'instant un fantasme pour le monde scientifique et le grand public. Et c'est peut-être pour le mieux. Depuis quelques décennies, la déextinction c'est un... C'est dans le bonus! L'Union internationale de la conservation. Le processus de développement. Ah, c'est dur. Ce qui affectera son fait. Oh, je vais péter ma tête. Je vais péter ma tête. De nombreuses phases. En fait, je connais mon texte, mais en fait, tu l'oublies. Ouais. De nombreuses phases.